Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Samba Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et tech de la semaine. Il y a des news vraiment très particulières cette semaine-ci avec notamment le fait que vous avez Nvidia qui investit dans Intel. Oui, et ils ont investi genre pas mal d'argent et ils ont même annoncé le fait qu'ils allaient travailler avec Intel pour même faire une puce qui a justement un CPU Intel et un GPU Nvidia. On va en parler plus après. Les Intel Arc continueront toutefois d'exister. Vous avez la nouvelle interface Xbox pour justement Windows qui est sortie, donc celle qui sera sur la ROG Ally X maintenant, vous pouvez l'activer en bricolant un petit peu. Donc si vous avez n'importe quelle autre console, vous pourrez l'activer déjà maintenant, ce qui est plutôt cool. On a aussi des news comme quoi FSR 4 peut tourner maintenant sur les anciennes cartes AMD parce que AMD a sorti quelque chose sans faire exprès. Donc ça, on verra aussi après. Et vous avez d'autres news en tout genre. N'hésitez pas à regarder dans la description pour la table des matières ainsi que sur la barre de lecture. Et j'espère que aussi YouTube va l'afficher cette fois-ci en temps et en heure. C'était déjà arrivé une fois par le passé, donc ma foi, on verra bien. Alors, première news de la semaine, c'est évidemment le fait que les iPhone 17 sont sortis. Donc, comme d'habitude, à chaque fois, il y a toujours un petit peu des petits problèmes. C'est pas des problèmes majeurs, mais il y a toujours des petits trucs qui arrivent, des petits couacs qui arrivent après la sortie d'un iPhone. Et là, c'est notamment au niveau de la finition, justement, de l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Comme il utilise un châssis en aluminium, comme vous pouvez voir, c'est plus facile de le marquer. Et en plus, comme le châssis prend beaucoup plus de place, je vous rappelle que la particularité des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, c'est que il y a une toute petite plaque de verre derrière ici, et le reste de ce que vous voyez ici, surtout autour des caméras, c'est du métal, c'est de l'aluminium. Et comme ils sont repassés à de l'aluminium, justement, comparé à l'acier des anciennes années ou même le titane de l'année dernière, eh bien, l'aluminium, évidemment, est beaucoup plus facile à griffer. C'est un métal qui est un petit peu plus fragile, même s'il a ses avantages, notamment le fait qu'il conduit mieux la chaleur, donc ils l'ont utilisé pour ça. Et aussi, c'est un métal qui est beaucoup plus facile à recycler. Et aussi, il coûte beaucoup moins cher, donc c'est certainement aussi pour ça. Même si il y avait des calculs qui avaient été faits. Le châssis en titane de l'iPhone 16 Pro Max coûtait genre 20 ou 30 euros grand maximum. Donc il n'y a même pas tant de titane que ça, mais c'est quand même plus dur de travailler avec. Mais dans tous les cas, oui, forcément, ça laisse des marques. Alors là, on voit un petit peu les marques sur le verre, mais ça, je pense que ça, vous pourriez les enlever assez facilement. Les plus grosses marques qui seront plus embêtantes, c'est sur le métal en tant que tel, parce que dès que vous griffez de l'aluminium comme ça, c'est la griffe est là pour rester. Enfin, basiquement, vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Et des fois, sur le verre, vous pouvez avoir des choses qui apparaissent comme des griffes, mais c'est plutôt le verre le verre est plus dur que d'autres matériaux. Et des fois, quand vous faites une finition un petit peu justement pas transparente, une finition un petit peu mate comme ça avec le verre, eh bien, pour faire cette finition mate, vous faites un petit peu pas des rayures, mais vous changez un petit peu la structure du verre à la surface pour justement que ça diffuse la lumière d'une autre manière, pour que ça donne l'aspect mat. Et bien souvent, ça veut dire que le verre devient un peu plus abrasif. Donc, si vous passez un objet dessus, ou vous, même juste vos ongles, ça pourrait juste prendre un petit peu de matière sur vos ongles et le déposer sur le verre. Et donc, bien souvent, c'est juste cosmétique. Si vous frottez, ça partira. C'est juste que le verre a accroché un petit peu de matériau. Donc là, c'est peut-être le cas justement sur ces griffures, j'ai l'impression, parce que c'est quand même une sacrée griffure. Et c'est quand même du verre. Le verre, il faut quand même déjà y aller pour le griffer. Alors que là, par contre, oui, sur le métal, c'est sûr et certain, ça c'est juste une paire de clés, n'importe quoi, n'importe quel objet qui, en métal, ou juste même des grains de sable suffira à greffer le métal ici. Donc ça, c'est pas très étonnant. Et il fallait s'en douter un petit peu. Surtout avec la finition qu'utilise Apple ici, qui est très jolie, mais forcément, quand vous avez des couleurs très vibrantes, des couleurs qui ressortent beaucoup comme le bleu ou l'orange, la moindre griffe va se voir directement. Donc ça, voilà. C'est, ma foi, utilisez plus une coque de protection si vous voulez pas avoir ce genre de problème. Mais pour le verre, par contre, oui, je suis quand même étonné de ce genre de marque. Je sais qu'ils utilisent donc l'ancienne version de leur Ceramic Shield à l'arrière. À l'avant, ils utilisent la nouvelle version qui est réellement, par contre, très impressionnante parce que vous avez Jerry Rig Everything qui a fait son test habituel et il a trouvé que il n'y a que des griffes qui apparaissent à partir d'un niveau 7. Donc, normalement, le verre a une dureté de 6 dans l'échelle de dureté. Le diamant est un 10 pour information. Le plastique, vos ongles, c'est genre 1, 2, voire 3. Le métal, il me semble, c'est un 4. Dans tous les cas, le verre, c'est un 6 normalement. Et les nouveaux verres un peu en céramique que fait justement Apple, la dernière version, ça greffe à partir de 7, ce qui est plutôt impressionnant parce qu'en général,
Vous allez dire, ah, bah, c'est juste une différence de 1. Ça passe de 6 à 7. Ok, qu'est-ce que ça change? Mais le truc, c'est que le sable, par exemple, le sable, c'est un peu la même chose que du verre, parce que c'est basiquement un peu la même chose. Et bah, ça a une dureté de 6. Donc, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose de plus résistant, plus dur que le sable, ben, vous allez avoir beaucoup moins de chances d'avoir des marques à cause justement de sable. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a partout, le sable. Même si vous ne vivez pas dans un endroit où il y a du sable, des fois, en Europe, des fois, s'il y a beaucoup de vent au-dessus du Sahara, il y a le sable qui se fait transporter, qui tombe au-dessus de l'Europe. Ça arrive de temps en temps. C'est pour ça, des fois, que vous avez de la poussière qui apparaît, ça vient de là. Donc, oui, vous aurez forcément du sable qui apparaîtra même si vous n'habitez pas à côté d'une plage. Et donc, ça peut griffer votre téléphone. Donc, ma foi, ça, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Il y avait aussi par rapport à l'iPhone 17R, évidemment, on s'en doutait avec la taille de la batterie. Il dure quand même suffisamment longtemps pour beaucoup de gens, mais pas hyper longtemps non plus, comparé aux autres iPhones. Et surtout, là, ils ont mis une puce A19 Pro dedans et les performances sont... Il y a des tests qui ont été faits. Et comme le châssis est très fin, ils n'arrivent pas à refroidir correctement la puce. Et donc, ils ont des performances bien souvent qui sont en dessous de la puce A19 non Pro. Donc, c'est assez ironique. Genre, pourquoi avoir mis la plus grosse puce si elle n'est même pas refroidie correctement et que la puce de base arrivera à faire mieux? Donc, ma foi, juste des choix un peu bizarres. C'était un peu les plus grosses polémiques avec Apple pour la sortie des iPhone 17. Pour le reste, c'est classique, hein. Évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas forcément la nouvelle interface Liquid Glass parce qu'il y a trop de transparence des fois. Voilà. Il y a aussi un peu des problèmes de performance avec, apparemment, de ce que certaines personnes disent. Bon, pas sur les derniers iPhones, parce qu'ils sont très puissants, plus pour les anciens iPhones qui seraient mis à jour justement vers Liquid Glass. Donc, ça, si vous avez un ancien iPhone, peut-être attendez un petit peu avant d'upgrade. Ça fait jamais de mal, de toute façon, d'attendre, selon moi. Ensuite, si vous avez déjà vu un de ces magnifiques frigos Samsung avec un écran dessus, et que vous êtes dit, ah, j'adorerais avoir un frigo avec une énorme tablette juste collée par-dessus, ce serait génial. Eh bien, Samsung s'est dit que ce serait encore plus génial de mettre des pubs sur votre magnifique tablette collée à un frigo. Oui, ils sont amusés à mettre des pubs comme ça, de nulle part, sur certains frigos aux États-Unis. Évidemment, les gens étaient en mode d'où tu fais ça? Je ne te permets pas de faire ça. Et ils ont essayé de justifier en disant que, mais non, c'était juste des tests, les gars. C'était juste un test. Notre but, c'était de juste tester. Et on a juste affiché des pubs qui étaient hautement sélectionnées. On a fait bien attention de prendre juste des pubs de haute qualité. Et en plus, ces pubs sont là elles sont designées pour améliorer la valeur pour les utilisateurs du frigo. Cette pub améliore la valeur de ce frigo. C'est incroyable. C'est une haute technologie. C'est littéralement ce qu'ils disent, hein, d'ailleurs. Promotion and curated advertisement that it says are designed to enhance value for owner. Pour ceux qui parlent anglais. Et sinon, je peux juste prendre ce paragraphe-là, faire clic droit, je suppose. Copilot. Demander à Copilot. Samsung a lancé un programme pilote en septembre 2025 avec une mise à jour logicielle qui permet d'afficher des publicités et promotions curées, voilà, sur l'écran de veille, en plus sur l'écran de veille, hein, appelé cover screen de certains modèles et réfrigérateurs Family Up. Ces publicités apparaissent si l'utilisateur a sélectionné certains thèmes comme Weather, Color ou Daily Board. Donc, c'est même pas si l'utilisateur a choisi de la pub. Il a juste, je vais juste afficher le temps. Et hop, il y a une pub. Et du coup, ça, c'est déjà... Voilà. Mais il y a évidemment beaucoup de réactions. Et là, l'objectif déclaré par Samsung, c'est ça que j'adore. Dans le texte que vous avez cité, oui, Samsung présente cette initiative comme un moyen d'augmenter la valeur pour les propriétaires de cet appareil. L'entreprise parle de promotion et publicité sélectionnée censée enrichir l'expérience utilisateur. Cela s'inscrit par une stratégie plus large de Samsung visant à étendre son réseau publicitaire à tous les écrans du foyer connecté, parce que oui, ils ne vont pas s'en arrêter là, y compris les appareils électroménagers. Merci Copilot d'avoir fonctionné pour une fois. Pour une fois que Copilot est fonctionnel. Mais dans tous les cas, oui. Samsung, non, je ne veux pas des pubs sur mon appareil connecté. Après, je vous le dis directement, si vous cherchez à acheter un frigo, une machine à laver, autre chose, ne prenez jamais chez Samsung. Le truc, c'est qu'elles sont très belles. Et il y en a qui vont me dire, moi j'en ai une, elle marche bien. Vous avez de la chance, franchement. Parce que la plupart du temps, c'est celles qui ont le plus de problèmes. Et vous avez ce genre de problème aussi où ils mettent des pubs sur l'écran. Donc, franchement, ne prenez pas d'appareil électroménager Samsung. Une TV Samsung marche génial, aucun problème. Même si vous me mettront aussi des pubs dessus. Les téléphones Samsung, ok, no problème. Mais l'électroménager, c'est juste à éviter.
Moi, je peux vous dire, j'ai recherché récemment un frigo, parce que mon frigo encastré est mort. Et directement, j'ai vu tout le monde qui était en mode, non, Samsung, tu fuis comme la peste. Ensuite, nous avons Nvidia qui a annoncé un partenariat avec Intel pour produire une puce avec un CPU x86 et évidemment une puce graphique Nvidia. Donc, c'est clairement une réponse à ce qu'a fait un petit peu AMD avec évidemment leur puce AI Max. Vous avez un énorme GPU, un énorme CPU. C'est aussi techniquement une façon de faire un CPU plus fonctionnel que ce que fait Nvidia eux-mêmes parce qu'ils ont déjà une puce comme ça dans le DG Sparks, qui est ce mini PC justement plutôt puissant avec beaucoup de VRAM, mais qui utilise un processeur ARM. Et donc ça limite des fois l'utilisation, notamment dans Windows et tout. C'est plus pour le marché professionnel et vraiment le marché même serveur plutôt que grand public. Alors que dès que vous mettez une puce x86, là, ça permet d'utiliser justement même sous Windows, ce qui est beaucoup plus intéressant pour le marché grand public. Donc cette puce aura certainement pour but de viser justement ce marché grand public, d'être mis dans des ordinateurs portables. Et quand on le voit actuellement, les processeurs Intel, il faut le savoir, dans les ordi portables, sont les plus efficaces à l'heure actuelle, par watt, en x86. ARM reste plus efficace, mais ARM a ses propres problèmes, surtout sur Windows. Mais du coup, face à AMD, si vous regardez les comparatifs de durée de vie de la batterie de beaucoup de derniers ordi portables qui sortent, les Intel Ultra 200 restent meilleurs. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que s'ils arrivent à avoir un bon GPU Nvidia à côté, ça ferait une sacrée concurrence à AMD. Et c'est justement le but de ce partenariat. Et de pair avec ça, pour ceux qui se demandent, vous avez aussi Nvidia qui a investi pratiquement 5 milliards de dollars, si je me souviens bien, dans Intel. Donc, ils ont racheté des actions Intel. Alors, ça correspond pas à énormément au final de pourcentage de l'entreprise. C'est genre 4-5%. Donc, c'est pas non plus voilà, une part si grosse de l'entreprise que ça veut dire que Nvidia maintenant possède Intel. Non, pas du tout. Il reste un petit acteur au final. Mais 5%, c'est quand même pas négligeable. Mais surtout, ça veut dire que Nvidia, qui est une entreprise qui a énormément de succès en ce moment, hein, c'est l'entreprise la mieux cotée en bourse à l'heure actuelle, si je ne m'abuse. Peut-être ça a changé depuis. Et ils mettent de l'argent dans une entreprise qui, ces derniers temps, va très mal, il faut quand même le reconnaître. Du coup, le marché, les investisseurs, ils se sont dit, oh, si Nvidia investissent dans Intel, c'est que il y a quelque chose en fait. Et donc ça a redonné un peu plus de confiance à Intel sur le marché de la bourse. Donc leur action a remonté. Après, remonter l'action ne veut pas dire forcément qu'ils vont arriver à sortir des bons produits, mais ça veut surtout aussi dire que ça a injecté de l'argent dans Intel. Et cet argent, ils en avaient absolument besoin, vu que ces derniers temps, ils coupent littéralement les coûts là où ils peuvent. Et le problème, c'est que plus ils coupent de coûts, plus ils se mettent dans une situation où ils sont ils ne peuvent pas faire d'argent parce qu'ils n'arrivent pas à concurrencer leurs concurrents. Et c'est un effet boule de neige, quoi. Et une autre petite news en rapport avec ça, c'est pour ceux qui se demandent, oh, mais ça veut dire qu'ils vont arrêter les Intel Arc. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs GPU, mais voilà, on a un acteur en plus, ça permet de mettre un peu plus de pression sur AMD et Nvidia. Bien, rassurez-vous, Intel a précisé qu'ils continuera à travailler sur leur GPU Intel Arc. Ils précisent que le partenariat avec Nvidia n'affecte en rien justement leur plan pour des GPU justement Intel Arc. Maintenant, c'est ce qu'ils disent. Le truc, c'est que comme il manque un petit peu d'argent, est-ce qu'ils vont pas, au bout d'un moment, juste couper le programme parce que ça rapporte pas assez d'argent? Ça, on ne sait pas trop. Donc ça, il faudra juste voir le succès, notamment des Intel Arc Pro. Vous avez la Pro B50 et B60 qui sont vraiment maintenant disponibles et apparemment elles se vendent plutôt bien. Il faudra voir s'ils arrivent à en fabriquer assez, mais c'est aussi comme c'est des cartes graphiques professionnelles, elles se vendent pour plus cher et donc forcément les marges sont plus hautes et qui dit marge plus haute dit plus d'argent. Donc ça, c'est une bonne chose pour Intel et ils restent toujours moins chers que leurs concurrents. Notamment, il me semble que la B50 est moins chère que la RTX A1000 qui est pourtant beaucoup moins puissante, qui est basée sur Ada Lovelace, donc les RTX 4000, et qui est, voilà, c'est même moins, au niveau spec, c'est genre largement moins qu'une 4060, c'est pour dire. Et pourtant, elle est vendue plus de 300 € ou autre chose, donc là, c'est pas très compliqué de sortir une carte meilleure que ça, je pense. Et en plus, la B50 a quand même 16 Go de VRAM, donc 16 Go de VRAM, c'est plutôt pas mal sur une carte graphique professionnelle, même si évidemment, si vous n'avez pas besoin d'une carte graphique professionnelle et des technologies professionnelles qui viennent avec, vous pouvez prendre juste, par exemple,
même une RTX 5060 Ti 16 Go pour le même prix. Voilà, ça fera mieux le taf si vous faites des tâches qui peuvent tourner justement sur ce genre de GPU grand public. Ensuite, on arrive à la catégorie préférée de tout le monde, évidemment, c'est les deals de la semaine. Et quand je dis deals, c'est plus deal sans S, parce que littéralement, il n'y a pas beaucoup de deals cette semaine-ci, selon moi intéressant en tout cas. Je pense que c'est un petit peu dû à la rentrée, vu que clairement, juste après la rentrée, c'est pas le meilleur moment pour acheter. Et puis vous avez aussi le Black Friday qui va arriver en novembre. Il n'y a juste pas beaucoup de deals cette semaine-ci, je suppose. Mais il y en a quand même un intéressant sur un écran Alienware, sur Amazon en tout cas. C'est un écran du coup 1440p 180 Hz, 27 pouces et il coûte 228 €. Et le plus intéressant, c'est que ça utilise une dalle Fast IPS. Donc c'est réellement l'un des meilleurs écrans IPS que vous pouvez acheter et pour un prix, selon moi, plutôt abordable pour un tel écran d'une telle qualité. Franchement, pour la plupart des gens, ce serait largement suffisant. La seule upgrade que je verrais par rapport à ça, le seul écran qui serait meilleur que ça, honnêtement, ce serait soit de passer un écran 4K, pour ceux qui en ont besoin, ou soit de passer un écran OLED. Et là, ça vous coûterait 2 fois plus cher. Donc, franchement, pour le prix, pour moi, il n'y a pas mieux. Et en plus, les Alienware se débrouillent plutôt bien. Enfin, Alienware se débrouille plutôt bien au niveau écran. Le design est sympa. Il a un pied, comme vous pouvez voir, plutôt pratique au niveau réglage et tout. Donc, ça fait le taf. Et tant qu'on parle de deal, vous avez Ugreen qui a enfin lancé un programme affiliate sur leur site web. Parce qu'ils vendent sur Amazon, mais ils ont aussi leur propre site web où ils vendent souvent à un meilleur prix. Parce que forcément, ils n'ont pas besoin de payer Jeff Bezos sur leur site web. Ce qui est évidemment toujours plus intéressant. Et du coup, ils ont lancé un programme affiliate. Et donc, forcément, je me devais faire un compte parce que Ugreen est littéralement l'un des plus vieux sponsors sur la chaîne. Je pense que les seules autres marques, c'est genre Asus. Et il y avait NordVPN à l'époque, mais bon, on ne parle plus de NordVPN. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai fait un compte affiliate. Donc ma foi, si vous voulez acheter n'importe quoi à Ugreen, ils ont littéralement de tout. Mais vous aurez un lien vers leur store dans la description qui permet de soutenir la chaîne. Un grand merci à vous. Et aussi, je mettrai un lien d'ailleurs vers... J'ai fait une vidéo, la dernière vidéo est sortie sur leur NAS. C'est un NAS 4B, plutôt bien équipé avec notamment 8 Go de RAM et tout ça. Vraiment parfait si vous voulez un NAS simple d'utilisation et que vous ne voulez pas bidouiller. Eh bien, il est en promotion sur leur site web. Et il y a même 5% de réduction supplémentaire d'ailleurs si vous faites un compte, si je me souviens bien. Et du coup, je mettrai un lien affiliate aussi vers ce NAS-là. Donc, merci d'avance à ceux qui l'utilisent. Tenez compte qu'il y a, encore une fois, d'autres produits. Ils ont littéralement des produits pour tout le monde. Si je regarde, regardez. Le chargeur avec le câble rétractable, j'en avais parlé aussi. Les batteries, chargeurs normaux, les hubs, les câbles, les supports, les accessoires pour PC. Ils ont mis des trucs audio, vidéo. Ils ont même, j'ai vu qu'ils avaient tout ce qui est au niveau adaptateur, vous en avez forcément. Donc, ma foi, si vous avez besoin d'un produit Ugreen, eh bien, vous aurez un lien dans la description. Un grand merci à vous. Ensuite, prochaine news, je vous rappelle que, évidemment, la ROG Xbox Ally devrait sortir normalement en octobre. Et l'une des particularités de cette console, c'est évidemment qu'elle est faite en partenariat avec Xbox. Et du coup, vous avez une nouvelle interface Xbox qui permet de mieux exploiter justement ce genre de console mobile. Vous avez notamment le fait que, comme vous pouvez voir, l'interface est en plein écran. Vous pouvez lancer des jeux même depuis Steam, depuis, il me semble, Ubisoft Game Store, Epic Game Store, ce genre de choses. Il y en a de plus en plus qui sont supportés d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres, on va dire, principaux de ce genre de console, juste la luminosité d'écran, le son et tout ça. Alors, certains des constructeurs avaient déjà fait leur propre interface, mais l'avoir fait directement par Xbox et donc par extension Microsoft est évidemment mieux. C'est mieux supporté et tout. Et du coup, en avance de cette sortie de console, ils ont évidemment déjà intégré cette interface dans la version actuelle de Windows, parce qu'elle arrivera pour toutes les consoles mobiles qui veulent l'activer. Et du coup, il y a des gens qui ont trouvé justement un moyen de déjà l'activer maintenant. Et donc, ils l'ont activé sur d'autres consoles. Là, vous l'avez sur la ROG Ally, la première, même pas la Ally X. Et comme vous pouvez voir, donc si on regarde cette petite vidéo, voici à quoi ressemble l'interface. Donc, ça ressemble à l'application Xbox parce que c'est l'application Xbox en plein écran. On peut voir aussi qu'il peut lancer des jeux de différentes plateformes. Là, il montre qu'on a toujours la gestion du multitâche, donc ça permet de passer d'une tâche à l'autre. Ça utilise aussi la nouvelle interface, cette gestion du multitâche. Donc comme ça, vous avez un jeu ou un navigateur ou autre chose, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et du coup, ça permet aussi de lancer des jeux Steam, comme il montre ici. Et voilà, il a lancé un jeu Steam. Alors, il y a un endroit, il montre les paramètres ici. Donc voilà comment vous pouvez changer les paramètres. Donc l'interface est full compatible, justement, ce genre de console. Donc, ma foi,
si vous en avez une de ces consoles, ben, vous pouvez un petit peu bidouiller, déjà l'activer. Donc il faut utiliser la dernière version de Windows sortie, dernière mise à jour, et vous devez du coup l'activer via un petit peu des modifications du registre. Donc je ne le recommande pas forcément à tout le monde. Ça va arriver très prochainement, mais si vous aimez bidouiller et que vous n'avez pas peur de bidouiller, ben, vous pouvez l'utiliser déjà dès maintenant. Et ça pourrait, selon moi, pas mal améliorer l'expérience utilisateur sur surtout les anciennes consoles qui n'avaient pas une interface pour aider à améliorer ça. Je sais bien qu'à la ROG, là, il y avait une interface faite par Asus, mais ça permettait de contrôler les paramètres de la console. Mais voilà, c'était pas non plus entièrement complet et parfaitement intégré dans Windows. Vous avez aussi un peu Lenovo, il me semble qu'il y en avait une. Bah, le Steam Deck, lui, tourne sous Linux, donc on s'en fiche. Et lui, il a sa propre interface qui marche hyper bien. Donc, ma foi, si vous avez une ancienne console, justement, peut-être même le One X Player, ce genre de choses. Moi, j'ai un One X Player, je pense que je vais m'amuser à tester ça. Eh bien, ça vous permettra de le rajouter plutôt facilement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Enfin, plutôt facilement. Ça requiert comme une modification du registre. Mais bon, dans tous les cas, si vous voulez faire ça, ma foi, c'est maintenant possible. Si vous mettez la dernière version de Windows 11. Ça ne marche pas sur Windows 10 aussi pour ceux qui se demandent. Ça semble logique. Parce que Windows 10, il lui reste plus beaucoup de temps à l'heure actuelle de toute façon. Ensuite, on a un nouvel épisode dans la saga FSR 4. Donc, il faut faire un petit résumé très rapidement. Donc, évidemment, FSR 4 est sorti en même temps que la RX 9000 et permet de quand même pas mal améliorer la qualité de justement FSR, qui est un upscaler tel que DLSS ou même XeSS de chez Intel. Et la version 4, malheureusement, du coup, oui, n'était pas compatible avec les RX 7000 ou 6000, ce qui était évidemment un énorme problème pour les utilisateurs de ces cartes-là. Depuis, AMD, il faut le savoir, les anciennes versions de FSR, ils mettent le code source sur GitHub. Donc comme ça, si quelqu'un veut s'amuser à faire des modifications de choses, ils peuvent le faire. Et par contre, du coup, sans faire exprès, ils ont sorti aussi le code source de la dernière version de FSR 4 qui n'était pas censée sortir. Après avoir fait ce petit oups, ils ont décidé de tout simplement toujours laisser le code source disponible, mais avec une licence MIT associée, qui permet en réalité à la plupart des gens de pouvoir l'utiliser, donc ça c'est cool. Mais ils ont fait une deuxième erreur en faisant ça, parce qu'ils ont aussi sorti sur ce GitHub une version spéciale de FSR 4 qui n'a pas besoin du set d'instructions FP8. Et le set d'instructions FP8 est seulement disponible chez AMD, en tout cas sur les RX 9000. Les cartes RTX de chez Nvidia le supportent depuis en réalité pas mal de temps, mais chez AMD, c'est seulement depuis les RX 9000. Et FSR 4 tournait seulement justement avec ce mode d'instruction FP8. Sauf qu'avec le autre mode qu'ils ont sorti sans faire exprès sur leur GitHub, ça supportait le set d'instructions int8 pour integer 8. Et donc là, c'est plutôt intéressant parce que les RX 7000 supportent ce set d'instructions, pas les RX 6000 par contre, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais du coup, ça veut dire que y a des gens qui ont vu ça, ils se sont dit « Oh, je prends ça ». Ils ont compilé une DLL qui permet de, justement, c'est juste une DLL qui permet de faire tourner FSR. Et ils ont pris cette DLL et ils ont remplacé la DLL habituelle de FSR, notamment 3.1 dans certains de ces jeux, parce que tous les jeux avec FSR 3.1, vous pouvez mettre FSR 4 à la place, ça marche nickel, pas beaucoup de modifications à faire. Et donc, ils ont fait ça. Et sur des RX 7000, ils ont réussi à avoir tout simplement FSR 4 qui tourne. Et contrairement, si vous vous souvenez, là, quelques mois, il y avait quelqu'un qui s'était amusé à faire ça, sauf qu'il l'avait fait d'une autre manière. Ça n'utilisait pas ce set d'instructions integer 8 qui tourne évidemment beaucoup mieux sur les RX 7000. Donc là, les performances étaient... Oui, la qualité est meilleure, mais les performances étaient juste bof, quoi. Ici, vous avez quand même un coût en performance, forcément, mais le coût en performance semble être de 10 à 20%, ce qui est vraiment pas mal, parce que si vous arrivez à doubler votre FPS, même si vous avez un petit coup de performance dessus et que du coup, au lieu de doubler, ce soit plus genre, ok, vous pouvez augmenter les performances de justement même 70%, mais c'est déjà beaucoup mieux en fait. Surtout que FSR 4, je vous rappelle, a une bien meilleure qualité que FSR 3.1, 3.0 ou même 2.1. Il est juste meilleur. Je dirais même qu'il y a pas mal de tests qui ont été faits et FSR 4 se place entre DLSS 3.5, je parle de la partie super résolution de DLSS ici, pas de toutes les autres technologies à côté, et DLSS 4.0. Donc DLSS 4.0 reste meilleur, mais dans pas mal d'aspects, FSR 4 arrive à dépasser DLSS 3.5, ce qui est plutôt impressionnant. De la part d'AMD ici, même si évidemment il aura fallu du temps pour arriver à faire ça. Et aussi, c'est seulement disponible sur RX 9000. Mais maintenant, du coup, avec cette DLL,
ben, vous pouvez rajouter le support. Et ça marche aussi sur les cartes NVIDIA, parce que forcément, ça marche sur les cartes NVIDIA. Bon, là, je vois pas trop l'intérêt, surtout sur une RTX, de faire tourner cette version spéciale d'FSR. Ça n'a juste aucun sens selon moi, parce que là, vous pouvez déjà utiliser la version améliorée de DLSS 4.0 du Super Résolution sur une RTX 3000. Je ne parle pas du frame génération ou autre chose, je parle juste de Super Résolution. Avec le modèle Transformer, vous pouvez déjà le faire tourner sur une RTX, même une RTX 2000, donc ne faites pas ça. Mais si vous avez une RX 7000, là, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça tourne aussi, il y a des gens qui s'amusent à le faire sur une RX 6000, et ça marche. Mais vous aurez quand même un coût en performance. C'est là justement qu'ils avaient le coût de performance de 10 à 20%. Je ne sais pas sur la RX 7000 en réalité quel est le coût réel. J'avais juste ce coût réel sur les RX 6000. Donc c'est possible que sur les RX 7000, il y ait même moins de problèmes justement d'FPS. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bref, dans tous les cas, oui, ils le disent un petit peu ici. Voilà, sur RDNA, voilà, c'est ça que je cherchais. Sur RDNA 3.0, donc les RX 7000, c'est de 7 à 10%. Et sur les cartes RDNA 4, donc les RX 9000, ce mode Integer 8, qui est moins efficace que le FP8, sur ces RX 9000, c'est de 2 à 4%. Donc en réalité, franchement, bon, pour les RX 9000, utilisez le mode normal, mais pour les 7000, c'est juste génial en fait. C'est franchement génial. Donc ça, il faut, si vous êtes intéressé, la DLL est disponible. Faites attention à ne pas prendre des DLL qui traînent n'importe où non plus, parce que certaines pourraient intégrer juste du code qui fait d'autres choses. Donc, il faut faire attention à ça. En tenant compte aussi que vous avez Redstone d'AMD qui devra arriver. Apparemment, ils vont faire une présentation bientôt. Pour ceux qui se demandent, Redstone, c'est la prochaine version justement d'FSR. Et il y aura plus de technologie que juste l'upscaler. Vous auriez des trucs similaires justement à ce qu'a fait NVIDIA avec le reconstruction dans DLSS 3.5. Vous aurez évidemment une version améliorée de tout ce qui est un petit peu la génération d'images, justement, peut-être pour aller jusqu'à un mode x4, comme l'a fait justement NVIDIA. Clairement, ici, AMD est en mode rattrapage par rapport à NVIDIA, on va être très honnête. Mais Redstone pourrait, surtout quand on voit qu'il y a un mode Integer 8 ici, Redstone pourrait être compatible justement avec les RX 7000 et peut-être même 6000. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant parce que si c'est le cas, ça donnera beaucoup plus d'intérêt justement à FSR et motivera certainement plus de développeurs à le mettre dans leur jeu parce que ça, c'est aussi l'autre problème. Et ensuite, justement, vous avez AMD qui s'est dit « Hey, vu qu'on peut faire tourner FSR 4 apparemment sur les GPU RDNA 3.0, pourquoi pas sortir un nouveau GPU RDNA 3.0 ?» Parce que vous avez la RX 7700 non XT qui est sortie, qui est sur le site web en tout cas de AMD, et elle a 16 Go de VRAM. Alors, évidemment, ça semble logique vu que vous n'avez pas le XT derrière, c'est une carte qui est censée être moins puissante que la XT. Donc, si on regarde au niveau des specs, même si elle a plus de VRAM, elle a moins de stream processor. Elle en a 2560, ce qui est plus que la 7600 XT qui en avait 2048. Elle a aussi une VRAM qui est plus rapide, donc ça c'est quelque chose qui devrait augmenter un petit peu les performances aussi. Et à part ça, c'est à peu près tout. On ne sait pas plus que ça, on ne sait pas le TDP ou autre chose. On sait juste que selon des chiffres de performance, elle serait de 16 à 19% moins performante qu'une 7700 XT. Et pour information, 16 à 19% moins performante que cette 7700 XT, ça la place juste en dessous d'une 5060. Donc elle serait moins performante qu'une 5060 en ayant 2 fois plus de VRAM. Donc selon moi, c'est une carte qu'on devrait voir clairement sortir en dessous de la RX 9060 XT 8 Go parce qu'elle sera moins puissante et qui devrait quand même... elle devrait être au-dessus aussi de la 7600 si elle se vend toujours, je suppose, oui. Donc elle sera à 250 € à 300 €, je suppose. Ce serait le prix logique. Alors on ne sait pas si elle sortira en Europe. C'est peut-être juste une carte pour le marché chinois, le marché indien ou même juste certains... juste les revendeurs de PC aussi, c'est tout à fait possible. Donc il faudra voir comment ils vont la sortir, mais... Voilà, est-ce que c'est une carte incroyable? Pas vraiment. Mais si elle a un bon prix, ça pourrait être une alternative pas si dégueulasse. Franchement, si elle était à 250 €, je dirais, OK, let's go. Franchement, 250 €, une carte avec pas mal de VRAM. Bon, beaucoup de cette VRAM ne lui sert à rien, mais pas mal de VRAM, pas mal de puissance, plus qu'une 7600, un peu en dessous d'une 5060, mais au moins, la carte reste assez future-proof. OK, pourquoi pas. Mais il faudra voir, évidemment, si elle sort justement... par ici parce que aucune garantie. Ensuite, on va parler un petit peu prix parce que avec le fait que l'euro a encore augmenté un petit peu par rapport au dollar, même si en réalité ça va changer parce que
les taux d'intérêt aux États-Unis ont été baissés, donc le dollar a repris en valeur. Enfin bref, dans tous les cas, vous avez des prix qui ont diminué dans certains pays, mais qui ont aussi augmenté dans d'autres pays. Alors, ils disent ici que la 9070 XT n'a toujours pas atteint son prix en Europe, mais le truc, c'est que moi, j'ai regardé, et actuellement, justement, je l'ai vu pour la première fois atteindre son prix, même des fois les moins chers. Alors, sur PSK Megastore, je ne sais pas si beaucoup de gens commentent là-bas, mais même si on va sur un site comme Amazon.fr, alors là, c'est peut-être une offre, il me semble que c'est une offre qui n'est plus présente à l'heure actuelle, donc tenez-en compte. Mais si on va même sur, prenons un site vraiment où on est sûr. Alors ça, c'est Cybertech, c'est une carte de seconde main, donc c'est pas, on va dire, réaliste. Là, on a Infomax et on a réellement, oui, une carte à 679 €. Et c'est juste en dessous du prix annoncé par AMD. Donc, elle est enfin au prix annoncé. OK, oui, tu pourrais rediriger, merci. Et celle-là, c'était bien une offre qui était présente sur Amazon, mais comme vous pouvez voir, il n'y a plus de stock. Donc, malheureusement, elle est finie. Mais vous pouvez la trouver en dessous de son prix annoncé. Enfin, AMD, il aura fallu le temps. Et c'est le cas avec d'autres cartes, évidemment, même la 9070. Et évidemment, la plupart des cartes NVIDIA étaient déjà en dessous de leur prix annoncé, donc ça ne change pas vraiment. On peut d'ailleurs regarder vite fait, mais si vous regardez, je ne sais pas moi, la 5080, on en trouve même sur Megeco. Donc là, c'est Megeco, c'est sûr et certain. Voilà, c'est même pas une promotion, c'est vraiment là 1029 €, ce qui est largement en dessous de son prix annoncé. Ça reste toujours trop cher, selon moi, pour la 5080. Mais voilà, au moins, vous pouvez l'avoir pour moins cher. Et une qui serait plus intéressante, évidemment, ce serait soit de la 5070 soit de la 5070. Et il me semble que la TI, oui, voilà. 769 € et sur un site français en plus. Ouais, totalement disponible. C'est une promotion, donc ce ne sera pas éternel. Mais même sur Megeco, qui est un site néerlandais, vous ne pouvez pas commander depuis la France, malheureusement. Ce qui est vraiment dommage, parce que je peux vous dire qu'il y a des très bons prix sur Megeco. Et là, 779 €, elle est passée sous la barre des 800 €. Donc, elle se rapproche dangereusement de la RX 9070 XT. Et c'est certainement pour ça qu'AMD s'est dit « Oh, on devrait peut-être diminuer le prix. » Donc, en réalité, en Europe, actuellement, les cartes graphiques n'ont jamais été aussi peu chères. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. J'avais fait un guide d'achat voilà un petit moment. Alors, mes recommandations du guide d'achat sont toujours valables, surtout si vous tenez compte de la relation de chaque carte. Par exemple, si vous pouvez avoir une 5070 pour beaucoup moins cher qu'une 9070, OK, allez-y. Mais si elle est à peu près au même prix, ça ne vaut pas la peine. Donc, mes recommandations sont toujours valables, même si les prix ont diminué. Et si on regarde d'ailleurs, oui, la 5070, qui est une des cartes qui se vend le plus à l'heure actuelle, il faut le savoir. Alors, la promotion Coolblue est legit, mais il n'y a pas de stock. Donc, basiquement, c'est comme si elle n'existait pas. Mais on peut la voir, voilà, Amazon DE, 524 €. On va aller voir. Pas exactement 524 €, mais à 533 €. Et vous pouvez vous faire livrer en France depuis Amazon DE, c'est tout à fait possible. Donc, et fun fact, si vous faites livrer depuis la France, enfin, depuis l'Allemagne vers la France, vous payez des frais de livraison pour les Français. Mais si vous êtes belge, vous ne payez pas de frais de livraison pour un article qui vient de l'Allemagne, ce qui est un peu bizarre. Mais du coup, voilà, si vous êtes belge, ma foi, vous pouvez vraiment l'avoir à 533 € parce qu'ils offrent les frais de livraison pour ce prix-là. Et du coup, il y a quand même du stock, ouais. Il y en a même plusieurs en stock sur Amazon.de. Il y a une version reconditionnée, on va dire, chez, encore une fois, Cybertech. Ils font ça à Cybertech, ils ont un peu un programme reconditionné. Je ne sais pas exactement ce qui arrive à ces cartes. Il me semble que la plupart du temps, c'est juste, voilà, l'emballage, ça a déjà été utilisé, l'emballage peut être abîmé ou remplacé. Donc, je suppose que c'est peut-être des retours clients, ce genre de choses. Ou peut-être même, ils ont reçu une boîte qui était abîmée, donc ils la vendent sous cette forme-là. Donc, ma foi, ça peut être intéressant pour faire un deal, même si vous pouvez l'avoir sur Amazon.de en neuf, pas encore moins cher, donc autant la prendre là. Mais comme vous pouvez voir, oui, les prix sont parmi les plus bas qu'on a vus depuis pas mal de temps. Et c'est sur toutes les cartes. Est-ce qu'il y a une 4080 disponible sur Azerty à 699 €? Non, quand même pas. Ouais, le lien marche pas. Je clique dessus, ça fait un flash noir. Je pense que ce lien est juste mort et que c'est juste une erreur. Donc, ma foi, malheureusement, non. Pas de 4080 à 699 €, parce que ça aurait été un très bon deal par contre. Et puis vous avez la 5060 Ti, toujours, alors évidemment, on ne veut pas du modèle 8 Go, évitez le modèle 8 Go. Le modèle 16 Go a toujours du mal à descendre en prix. Là, c'est certainement la carte qui a le plus besoin de baisser en prix, mais qui ne baisse pas du tout en prix. Toujours à 426 €, ça reste cher, surtout par rapport à la 9060 XT. J'ai mal trié. La 9060 XT 16 Go a elle aussi baissé en prix, comme vous pouvez voir, 363 € sur Amazon.de. Et Amazon.de, encore une fois,
livrable en Belgique ou en France. Et en réalité, non, 369. Donc, pas tout à fait respecté ici. Si vous pouvez l'avoir en dessous de 370, c'est vraiment un bon prix pour cette carte, selon moi. Il y en a une sur portlab.fr, Informax aussi en a, Megeka en a aussi. Donc, il y en a pour tout le monde, hein. Si vous êtes belge, prenez sur Megeka, 369 €. Donc, ouais, c'est réellement le cas, elle est en stock. Donc, ma foi, ouais, je sais pas trop ce que dit cet article, mais de moi, ce que j'ai vu, clairement, vous avez toujours une baisse de prix. Cette baisse de prix ne va pas toujours forcément rester. Tenez compte que beaucoup de choses, beaucoup de matériaux dans le monde sont achetés en dollars. Et donc, le fait que le dollar va reprendre en valeur, dû au fait qu'ils ont diminué les taux d'intérêt, va faire en sorte que, certainement, dans quelques mois, les prix vont être réajustés dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que ce sera moins en notre faveur. Donc, si vous devez absolument acheter une carte à l'heure actuelle, c'est un bon moment. Maintenant, si vous pouvez toujours attendre, le truc, c'est que il y a toujours ces rumeurs de RTX super. Donc, ouais, honnêtement, si vous pouvez avoir déjà une RTX 5000 avec 16 Go de VRAM, vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin de plus, selon moi. Donc, la seule que je ferai attention, c'est évidemment les modèles 8 Go. Là, j'éviterai. Et vous avez cette 5070 12 Go, vous pouvez être en mode est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas. Là c'est un peu plus compliqué. Je dirais que quand vous êtes au budget de la 5070 ou de la 9070, non XT, là, vous êtes un peu en mode oh, je sais pas quoi faire. Là, à ce moment-là, franchement, je vous dirais d'économiser et de prendre une 9070 XT directement. Et là, ça réglerait le problème. Mais dans tous les cas, oui, c'est probable que les prix qu'on voit à l'heure actuelle vont peut-être remonter un petit peu. Et ça, c'est un peu dommage. Mais au moins, ma foi, si vous avez besoin d'acheter un PC maintenant, ça n'a jamais été le meilleur moment. Ensuite, on a une petite news sur Ubiquiti, qui est une marque pas forcément très connue du grand public, mais qui pourtant est très connue au niveau du matériel réseau. Notamment, ils font beaucoup de matériel professionnel pour juste des petits business ou même des plus grosses entreprises, notamment au niveau des points d'accès Wi-Fi, qui sont très populaires. Ils ont ces points d'accès Wi-Fi, je peux vous le montrer d'ailleurs, ronds, que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos, notamment de Linus Tech Tips et tout ça. Et en réalité, ils sont évidemment plus chers que les solutions, on va dire, grand public, mais ils ne sont pas non plus à un prix irraisonnable. Surtout, comme vous pouvez voir ici, il y a des trucs qui sont tout à fait raisonnables d'un point de vue prix quand vous tenez compte de tout l'écosystème, on va dire, derrière et de la qualité du produit même. Donc, c'est une marque qui, clairement, est très appréciée par justement les gens qui font beaucoup de réseaux ou même juste qui doivent installer du Wi-Fi dans un petit business, un restaurant, ce genre de choses. Parce que du coup, leur matériel est déjà bon, il est simple d'utilisation et surtout, ils ont un écosystème qui est génial. Ils ont tout qui sont faits pour fonctionner ensemble. Donc, vous pouvez avoir le routeur, vous pouvez avoir le switch, vous pouvez avoir le point d'accès et vous avez une page web, vous pouvez tout gérer. Et vous avez tout ce qu'il faut pour gérer aussi. Vous pouvez vraiment régler comme vous le voulez. Et c'est vraiment l'une des forces de la marque. Eh bien, récemment, ils ont sorti, vous avez dû le voir, leur premier NAS. Ils ont évidemment des versions, du coup, pour mettre en rack, mais ils ont aussi sorti une version totalement intégrable dans juste votre salon. Donc, ils ont une version ici du UNAS 2 en noir ou en blanc. Le 2 indique que vous pouvez mettre 2 disques durs de 3,5 pouces dedans, ce qui semble logique. Et on peut voir d'ailleurs l'accès du coup au disque dur si je continue de slider. Là, voilà. Donc on peut voir les deux racks directement intégrés. On a aussi un petit écran qui affiche quelques informations. Ça, c'est justement une de leurs particularités, c'est qu'ils aiment bien mettre des petits écrans qui affichent des informations importantes, où ils ont même, tenez-vous bien, sur leur switch, leur meilleur switch, ils ont des ports Ethernet RGB. Genre le port a une LED RGB et ils ont des câbles compatibles avec qui affichent bien la lumière et comme ça vous permet de voir le statut d'un port. Ou si vous êtes dans l'interface, vous êtes en mode « Oh, ok, ce port a un problème. Peux-tu, hop, mets-le-moi en avant sur le switch. » Et puis vous regardez le switch et le port qui a un problème sera mis dans une couleur différente. Donc ça peut paraître gadget, mais c'est en réalité très pratique. Ils ont plein de fonctionnalités comme ça. Et du coup, ouais, ils ont sorti des NAS et ils ont même... du coup, toute une gamme. Ils ont même aussi une version avec 4B. Et le truc, c'est que vous pouvez le voir d'ailleurs pour la version 2B, c'est pas non plus un prix si abusé que ça. C'est 216 € avec la TVA. C'est 179 sans TVA parce qu'ils sont très orientés professionnels, donc ils affichent souvent les prix hors TVA. Et 216 €, c'est un peu plus cher que les plus petits NAS 2B que vous pourrez trouver sur le marché, mais c'est pas non plus beaucoup plus cher. C'est même très proche. Et derrière, vous avez cet écosystème Unify qui est plutôt intéressant. Et
Pour information, il y a d'autres particularités, notamment le fait que le switch est alimenté en PoE++. Donc le PoE, c'est tout simplement une norme qui permet de faire passer de l'électricité à travers un câble Ethernet pour alimenter un appareil. Donc vous avez juste besoin d'un câble Ethernet, rien d'autre, pas d'alimentation ni rien. Et donc c'est le switch bien souvent qui va donner justement cette alimentation à l'appareil connecté. Et donc le PoE++ peut alimenter jusqu'à plus de 60 watts, largement même plus de 60 watts. Donc là, le NAS peut consommer jusqu'à 60 watts maximum. Donc ça, c'est une première particularité. Autre particularité, c'est qu'il utilise un processeur ARM. Donc c'est pas le plus gros, il a aussi que 4 Go de RAM. Voilà, vous n'allez pas faire tourner je sais pas moi, Docker dessus forcément, mais pour faire, vous dire, le plus important d'un NAS, juste stocker les fichiers et tout ça, ça fera le taf. Alors j'ai vu, il y a un petit peu des images de l'interface, enfin j'en ai vu pas ici sur le site web, mais j'ai vu des gens en montrer un petit peu. Et le truc, c'est que leur interface Unify, il me semble que c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est justement la gamme Unify, est plutôt bien foutue, mais c'est pas comme les NAS qu'on connaît actuellement. Beaucoup de NAS, quand vous connectez à l'interface, c'est une sorte de bureau virtuel. Et donc, ça ressemble à utiliser un PC, donc c'est très simple d'utilisation dans ce sens-là. Ici, c'est plus leur interface, pas justement avec un bureau virtuel, qui est très bien faite, mais voilà, c'est différent de ce qu'on aurait d'habitude sur un NAS. Donc, à voir ce que ça donne, même si évidemment, le logiciel, c'est une de leurs forces. Donc, ma foi, juste très intéressant. Je dois bien avouer que Unify, oui, ça porte un peu à confusion parce que la marque derrière, c'est Ubiquiti, mais vous avez Unify affiché en grand sur le site web, donc voilà. Mais Ubiquiti est certainement l'une des marques que je regarde du coin de l'œil en mode plutôt intéressant ça. Donc peut-être un jour je les contacterai pour faire quelque chose parce que selon moi ça pourrait être hyper intéressant. Rééquiper toute ma maison avec du matériel justement Unify, ça serait génial. Juste le switch RGB, je ferai un logiciel qui fait juste fait des jeux de lumière sur le Switch, c'est tout ce que je ferai. Il y a déjà en réalité un mode qui vous permet de faire ça pour tester justement les lumières. Mais bref, dans tous les cas, je dois bien avouer, c'est une marque plutôt intéressante. Pas à la portée de tout le monde, mais si vous travaillez dans une petite entreprise, regardez à ce qu'ils font parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes pour justement les petites entreprises. Et enfin, je voulais terminer sur une petite news assez marrante avec le fait que quelqu'un, s'est amusé à faire tourner Doom sur une vape, sur une cigarette électronique. Vous ne rêvez pas, c'est Doom. Alors, pas le dernier Doom, la version remake qui est sortie en 2016. Là, on parle de la toute première version de Doom qui tourne du coup sur, une cigarette électronique ou même une calculatrice pour ceux qui voudraient y jouer dessus. C'est une blague de la communauté tech depuis pas mal d'années. C'est des gens s'amusent à faire tourner Doom sur littéralement tout et n'importe quoi. Que ce soit une smartwatch, un smart fridge, tout ce qui a un écran et un peu de puissance, ils feront tourner Doom dessus. Et même, il y avait quelqu'un qui avait fait tourner Doom sur un test de grossesse. Je ne déconne pas, un test de grossesse. Ça vous donne à quel point, ça vous montre à quel point Doom est facile à faire tourner parce qu'il est très vieux. Et surtout à quel point maintenant on met des microprocesseurs plutôt puissants dans même des choses qui ne requièrent pas autant de puissance, genre une cigarette électronique, un test de grossesse. Le microprocesseur dedans est genre largement puissant pour faire tourner Doom. Ce qui est abusé quand on y pense. Donc bref, dans tous les cas, une petite news troll pour terminer. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à machin aussi. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.